Bonjour, je suis le docteur Evan Rousseau. Cette petite pilule que vous prenez chaque matin, celle qui est censée protéger votre cœur, et si je vous disais qu'elle pourrait être la cause de vos vertiges et de votre fatigue. Pire encore, si je vous disais qu'elle pourrait augmenter votre risque de chute et vous faire perdre ce qui vous est le plus cher, votre autonomie. Ceci n'est pas une supposition, c'est une réalité médicale pour des millions de personnes en France, peut-être pour vous. C'est un scandale silencieux dont on ne parle jamais assez. Je veux que vous sachiez une chose. Vous n'êtes pas condamné à subir ces effets en pensant que c'est simplement la vieillesse. La plupart du temps, ce n'est pas la vieillesse. C'est un traitement qui n'est plus adapté. Si cette question vous concerne, restez avec moi. Avant de continuer, si vous trouvez que ce sujet est important, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour ne pas manquer d'autres informations vitales comme celle-ci. Cela aide énormément à faire connaître ce message. Merci. Maintenant, revenons au problème. Beaucoup d'entre vous ressentent cette faiblesse durant la journée. Vous vous levez de votre fauteuil, et le monde tourne un peu. C'est le fameux vertige. Vous avez peut-être du mal à vous concentrer, comme un brouillard permanent dans votre tête. Et la réponse que vous entendez souvent, ou que vous vous dites à vous-même, c'est l'âge. Je suis ici pour vous dire que cette phrase est peut-être la plus grande erreur que vous puissiez faire concernant votre santé. Ces symptômes ne sont pas des conséquences inévitables du temps qui passe. Ils sont très souvent les signaux d'alerte que votre corps vous envoie pour dire que votre tension artérielle est maintenue à un niveau trop bas, dangereusement bas, par des médicaments devenus trop puissants pour vous. C'est un phénomène que je vois tous les jours dans ma pratique. Des patients pleins de vie qui deviennent lents, fatigués, craintifs, non pas à cause de leurs années, mais à cause d'une prescription qui n'a pas été réévaluée. Une prescription qui suit des directives générales, mais qui ignore la personne unique que vous êtes. Il est absolument crucial de comprendre ce mécanisme, car en l'ignorant, on ne traite pas une maladie. On en crée une nouvelle. Une maladie faite de faiblesse, de risque de blessures graves après une chute, et surtout, de perte de qualité de vie. Ce n'est pas le destin que vous méritez. La médecine a fait des progrès immenses pour nous faire vivre plus longtemps. C'est un fait. Mais le but n'est pas seulement d'ajouter des années à la vie, c'est d'ajouter de la vie à ces années. Et cette nuance est au cœur de notre discussion aujourd'hui. Il faut comprendre une chose fondamentale sur le corps humain après un certain âge. Vos artères ne sont plus les mêmes qu'à 30 ou 40 ans. Avec le temps, elles deviennent naturellement un peu plus rigides. Ce n'est pas une maladie, c'est un processus normal, comme les cheveux qui grisonnent ou la peau qui se ride. Imaginez que vos artères sont un système de tuyauterie. Quand les tuyaux sont jeunes et souples, une pression modérée suffit à envoyer l'eau. Ici votre sang, partout où il doit aller, surtout jusqu'à l'organe le plus important et le plus exigeant, votre cerveau. Mais avec les années, ces tuyaux deviennent plus raides. Pour que le sang continue d'arriver avec la même efficacité jusqu'aux zones les plus reculées, que croyez-vous qu'il se passe? Le corps augmente logiquement un peu la pression. Votre tension qui monte légèrement n'est donc pas toujours un ennemi à abattre à tout prix. C'est souvent une adaptation intelligente de votre corps pour continuer à bien irriguer votre cerveau et vos organes vitaux. Forcer agressivement cette tension à redescendre à des niveaux considérés comme idéaux pour une personne beaucoup plus jeune est une erreur de logique. C'est comme vouloir faire rouler une voiture ancienne avec les réglages d'un moteur de course. Cela ne fonctionne pas. Au contraire, cela risque de tout casser. Et la science confirme cette observation de bon sens. Une étude européenne majeure, appelée l'étude HIV, qui s'est intéressée spécifiquement à l'hypertension chez les personnes très âgées de plus de 80 ans, a montré des résultats clairs. Oui, traiter l'hypertension est bénéfique, mais l'objectif de tension pour ces personnes n'était pas de 120 ou 130. L'objectif était d'atteindre une tension systolique, le premier chiffre, inférieur à 150. C'est bien plus haut que les standards souvent appliqués de manière automatique. Vouloir à tout prix atteindre une tension de jeune homme ou de jeune femme. Quand on a passé 70 ou 80 ans, ce n'est pas de la bonne médecine, c'est une obsession pour les chiffres qui ignorent la biologie humaine. Et les conséquences de cette obsession sont concrètes. Le phénomène le plus courant est l'hypotension orthostatique. C'est le terme médical pour décrire le vertige que vous ressentez quand vous vous levez trop vite. Votre tension chute brutalement car elle était déjà trop basse au départ et le sang n'arrive pas assez vite au cerveau. Ce petit vertige est la porte d'entrée vers la catastrophe. C'est la cause numéro 1 des chutes chez les seniors. Une chute peut entraîner une fracture, notamment la redoutée fracture du col du fémur,
qui est souvent le début d'un cycle infernal d'hospitalisation, de perte de mobilité et de dépendance. Voilà le vrai danger. Il n'est pas dans un chiffre de tension à 145, mais dans une chute provoquée par une tension à 110. Nous passons notre temps à combattre le chiffre de la tension. Mais posons-nous la bonne question. Pourquoi cette tension a-t-elle commencé à augmenter au départ? Dans l'immense majorité des cas, plus de 80%, la haute tension n'est pas le vrai problème. Ce n'est qu'un symptôme, une conséquence. Le vrai coupable, celui qui se cache derrière, s'appelle la résistance à l'insuline. Je vais vous l'expliquer très simplement. L'insuline est une hormone, une clé, qui permet au sucre que vous mangez d'entrer dans vos cellules pour leur donner de l'énergie. Pendant des années, si vous consommez trop de sucre et d'aliments transformés, votre corps est inondé d'insuline en permanence. À force d'entendre crier, vos cellules finissent par devenir sourdes. Elles n'écoutent plus le message de l'insuline. C'est cela, la résistance à l'insuline. Le sucre ne peut plus entrer facilement dans les cellules. Il reste donc en excès dans votre sang. Et un excès de sucre et d'insuline dans le sang a deux effets désastreux sur vos artères. Premièrement, il crée une inflammation chronique, une sorte de feu intérieur qui abîme la paroi de vos vaisseaux sanguins. Deuxièmement, il contribue directement à la rigidification de ces artères. Des artères enflammées et rigides obligent le cœur à pomper plus fort pour faire circuler le sang. Le résultat inévitable est que la tension artérielle augmente. Votre hypertension est donc rarement une maladie de vos artères au départ. C'est le symptôme visible d'un problème métabolique invisible, la résistance à l'insuline. C'est une information capitale, car elle change tout. Elle vous redonne le pouvoir. Si la cause est métabolique, cela signifie que la solution principale ne se trouve pas uniquement dans une pilule, mais dans votre assiette et dans votre mode de vie. Comprendre cela est le premier pas vers une véritable guérison, et pas seulement une gestion des symptômes. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais je vous dis que c'est possible. Il ne s'agit pas de suivre un régime draconien, mais de revenir aux fondamentaux d'une alimentation saine, celle que nos grands-parents connaissaient bien. Des vrais aliments, non transformés, des légumes, des bonnes graisses, des protéines de qualité. Chaque repas qui évite le sucre et les farines blanches est un pas dans la bonne direction pour rendre vos cellules à nouveau sensibles à l'insuline, pour éteindre l'inflammation et pour permettre à vos artères de se détendre. C'est en s'attaquant à cette cause profonde que de nombreuses personnes voient leur tension s'améliorer naturellement, au point de pouvoir, avec l'accord de leur médecin, réduire voire arrêter leurs médicaments. C'est là que se trouve la véritable approche de la santé à long terme. Avez-vous déjà entendu parler de cette connexion entre sucre et tension artérielle? Dites-le moi dans les commentaires. Votre expérience est précieuse. Assez de théorie. Passons à la pratique. Il est temps que vous arrêtiez d'être un simple patient qui subit et que vous deveniez l'expert de votre propre corps. Voici un plan d'action en 3 étapes, très simple et très concret, que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'arrêter vos médicaments. Je le répète, ne changez jamais votre traitement sans en parler à votre médecin. Il s'agit de collecter des informations précises pour pouvoir avoir une discussion intelligente et constructive avec lui. Étape numéro 1. Procurez-vous le bon outil. L'outil, c'est un tensiomètre électronique de bonne qualité. Choisissez en un qui se place sur le bras, pas sur le poignet, car ils sont plus fiables. Vous en trouverez facilement en pharmacie ou sur Internet pour le prix de quelques consultations. Considérez-le comme le meilleur investissement que vous puissiez faire pour votre santé et votre autonomie. C'est votre instrument de mesure personnel, votre tableau de bord. Sans lui, vous naviguez à l'aveugle. Étape numéro 2. Devenez un scientifique. Pendant les 2 prochaines semaines, vous allez mesurer et noter votre tension artérielle 3 fois par jour. Une fois le matin avant le petit déjeuner et avant de prendre vos médicaments. Une fois vers midi et une dernière fois le soir, avant le dîner ou au coucher. Prenez un petit carnet et un stylo. C'est tout ce dont vous avez besoin. Pour chaque mesure, notez la date, l'heure, les 2 chiffres de votre tension. Le systolique qui est le chiffre du haut et le diastolique qui est le chiffre du bas, ainsi que votre pouls. Le plus important est d'être régulier. Ces 42 mesures que vous collecterez sur 2 semaines seront une photographie précise et dynamique de ce qui se passe réellement dans votre corps, bien plus révélatrice qu'une seule mesure prise dans le stress d'un cabinet médical. Étape numéro 3. Vérifiez votre appareil. C'est une étape cruciale. Lors de votre prochain rendez-vous chez le médecin, emportez votre tensiomètre avec vous.
Lorsque l'infirmière ou le médecin aura pris votre tension avec leur appareil, juste après, demandez si vous pouvez la prendre avec le vôtre. Comparez les résultats. S'ils sont très proches, c'est parfait. Votre appareil est bien calibré. S'il y a une grande différence, votre appareil n'est peut-être pas fiable et il faudra en tenir compte. Ce simple carnet rempli de vos propres mesures va changer la nature de votre relation avec votre médecin. Vous ne viendrez plus seulement avec des plaintes vagues comme « je suis fatigué ». Vous viendrez avec des données objectives, des preuves. Vous ne serez plus un patient passif, vous serez un partenaire informé et engagé dans la gestion de votre santé. Et cette démarche est la clé pour obtenir un traitement réellement personnalisé et sécuritaire. C'est la première étape pour reprendre le contrôle. Vous avez maintenant votre carnet rempli de chiffres. Que devez-vous y chercher? Ne vous focalisez pas sur une seule mesure élevée. Cherchez les tendances. Le point le plus important à surveiller est la répétition de chiffres de tension systolique, le premier chiffre, qui sont bas. Si vous voyez régulièrement des valeurs comme 115, 110, ou même en dessous de 100, particulièrement si ces mesures coïncident avec des moments où vous vous sentez faible ou pris de vertige, alors vous avez un signal d'alarme très clair. C'est la preuve que votre traitement est probablement trop fort. Maintenant, vient le moment de la discussion avec votre médecin traitant. La façon dont vous abordez cette conversation est essentielle. N'y allez pas en disant « j'ai vu une vidéo sur Internet et je veux arrêter mes médicaments ». Cela créera une opposition. Allez-y en tant que partenaire, avec une approche collaborative et respectueuse. Voici une phrase exacte que vous pouvez utiliser. Entraînez-vous à la dire. « Bonjour docteur, j'espère que vous allez bien. J'ai suivi ma tension de très près ces 2 dernières semaines. Comme vous pouvez le voir sur mon carnet, je constate qu'elle est souvent assez basse, notamment le matin, et c'est aussi à ce moment que je ressens le plus de vertige. Je me demandais si nous pouvions discuter ensemble pour voir si mon traitement actuel est toujours parfaitement adapté à ma situation d'aujourd'hui. Vous voyez la différence? Vous ne l'accusez de rien. Vous ne prétendez pas tout savoir. Vous présentez des faits que vous avez vous-même collectés, vous décrivez vos symptômes et vous posez une question ouverte. Vous l'invitez à réfléchir avec vous. Vous faites de lui un allié, pas un adversaire. Face à des données aussi claires et à une démarche aussi sérieuse, un bon médecin sera ouvert à la discussion. Il pourra suggérer de réduire légèrement la dose d'un des médicaments ou d'en enlever un complètement, puis de continuer à surveiller. Et souvent, très souvent, les patients découvrent que non seulement leur tension reste dans des limites tout à fait acceptables, mais surtout que leur énergie revient, que les vertiges disparaissent, que la vie reprend ses couleurs. Rappelez-vous que l'objectif ultime de tout traitement médical, surtout après un certain âge, n'est pas d'atteindre un chiffre parfait sur un papier. L'objectif est d'améliorer et de protéger votre qualité de vie, votre capacité à profiter de vos journées, de vos proches, de vos passions. Maintenir votre autonomie est la priorité absolue. Vous avez désormais les connaissances et les outils pour être un acteur principal de votre santé. N'ayez pas peur de poser des questions. N'acceptez pas la fatigue et les vertiges comme une fatalité. Prenez soin de vous. Au revoir.